Moi, je suis médecin urgentiste, responsable du centre de simulation du Mans, et j'ai aussi mon organisme de formation où j'ai développé des formations exclusivement centrées sur les facteurs humains. Et je suis également présidente de l'association Facteurs Humains en Santé qui vise à promouvoir justement ces concepts dans le domaine de la santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Avant toute chose, j'aimerais juste qu'on reprécise un petit peu de quoi parle-t-on. Alors, on a vu là la définition de l'erreur, donc je ne vais pas reposer la définition de l'erreur. Malgré tout, la définition des facteurs humains, c'est peut-être important. Les facteurs humains, c'est tout simplement la compréhension du fonctionnement de l'être humain au travail, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, pour essayer d'identifier les facteurs qui vont influencer la performance. Les facteurs qui vont influencer la performance de manière délétère et les facteurs qui vont influencer la performance de manière positive. Donc c'est vraiment cette étude sur ces deux facettes. J'aimerais qu'on ait un fil rouge sur cette conférence sur une histoire vécue il y a une semaine à peu près en formation par simulation. Donc c'est une formation par simulation avec patients simulés pour des équipes de salle de naissance et d'obstétrique. Et donc dans ce scénario, l'objectif était simple et c'était la même toute l'après-midi, c'était que les professionnels puissent faire des transmissions entre professionnels via un outil qui s'appelle le SAED, qui est un outil qui permet de faire des transmissions sécurisées. Dans ce scénario, 2 sages-femmes passent. La première sage-femme est confrontée à un enfant pour lequel elle doit appeler à l'aide sa collègue. Et quand la deuxième sage-femme rentre, elle est confrontée cette fois-ci à la maman qui présente un malaise et surtout qui présente des signes d'infarctus du myocarde de manière assez typique, avec une douleur thoracique, une irradiation vers la mâchoire, une irradiation dans le bras gauche, chez une patiente qui est hypertendue et diabétique. Donc il n'y avait pas de piège en soi sur la situation clinique et donc elle devait appeler à l'aide et elle n'a jamais fait d'appel à l'aide ou de demande d'avis. On a arrêté le scénario et donc on a entrepris le débriefing et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors souvent, donc là il y a eu une erreur clairement de la sage-femme. Souvent l'être humain quand il est confronté à une erreur, il va attribuer à cette erreur la cause qui lui paraît la plus probable. Et en plus, il va l'attribuer à une seule personne. Ici, clairement, on va dire c'est l'erreur de la sage-femme numéro 2 et peut-être qu'elle a été victime d'un biais de confirmation qui consiste à en fait rechercher tous les éléments qui vont confirmer mon hypothèse que c'était une crise d'angoisse et occulter tous les autres symptômes qui auraient pu m'alerter peut-être sur un infarctus. Et en général, on s'arrête là. On a l'impression d'avoir compris ce qui s'est passé dans la tête de l'apprenant. On l'a vu du coup dans les 2 conférences avant, c'est bien plus compliqué que ça. Et il va falloir aller chercher les facteurs qui font émerger l'erreur. Et on dit souvent en facteur humain que l'erreur va émerger à la fois de vulnérabilité individuelle, de vulnérabilité collective et de vulnérabilité systémique qu'on va appeler ici des vulnérabilités pédagogiques puisque notre système, quand on est en formation, c'est effectivement du coup notre système pédagogique. Alors parmi les erreurs, les vulnérabilités individuelles, on va retrouver les erreurs qu'on appelle des erreurs cognitives, donc plutôt des erreurs de raisonnement. Normalement, vous avez tous entendu parler des biais cognitifs, qui sont les erreurs cognitives les plus évoquées en général. Pourquoi ? Parce que c'est celles qui sont les plus visibles, car elles sont reproductibles, quelle que soit la personne qui va être victime de ce biais cognitif. Ce qui fait que c'est assez facile finalement de comprendre, parce que c'est assez fréquent. L'autre chose pour lesquelles on les voit souvent, ces biais cognitifs, c'est qu'ils sont prévisibles et on peut prédire dans quel contexte on arrive à les faire émerger. Et donc, on parle souvent de biais cognitifs. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules erreurs cognitives, il y en a plein d'autres. L'erreur de raisonnement, vous en avez, j'imagine, parlé hier au soir, même si je n'ai pas pu assister à la conférence. Les erreurs d'inattention, les erreurs qui sont dues à des défauts de mémorisation, par exemple. Bref, toutes mes fonctions cognitives, là, dès l'instant où je veux me mettre en raisonnement, peuvent être à l'origine d'une erreur. Mais elles sont moins visibles parce qu'elles sont ponctuelles, très individuelles et surtout aléatoires. Donc on a plus de difficultés à aller les chercher. Deuxième type d'erreur, ça va être les erreurs plutôt techniques autour d'un geste ou d'une procédure. Et il ne faut pas oublier, quand on parle et qu'on a une approche facteur humain dans les vulnérabilités individuelles, tous les facteurs individuels qui vont faire que l'erreur va émerger beaucoup plus souvent. Typiquement, si je suis fatiguée, vous imaginez bien que je vais commettre plus d'erreurs si je suis stressée que si je suis en forme, ni fatiguée, ni stressée et que tout va bien. Deuxième niveau d'erreur, c'est les erreurs collectives. Lorsqu'on fait les analyses d'événements indésirables graves, on les connaît bien, notamment les défauts de communication dans l'équipe, qui sont aujourd'hui 30%, enfin ça représente à peu près 30% de nos événements indésirables graves, les défauts d'organisation, de répartition des tâches, défauts de management, de ressources humaines.
tout ça vont aussi favoriser l'émergence de l'erreur. Et puis dans le système formatif, on va parler du coup de notre système. Et notre système, c'est quoi? C'est la conception de notre formation et l'animation de notre formation. Et bien évidemment qu'on va pouvoir avoir des erreurs qui émergent à cause de la conception de notre formation ou à cause de la manière dont on anime la formation. Donc c'est important d'avoir cette vision un petit peu systémique pour pouvoir analyser l'erreur. Alors on l'a vu, l'erreur effectivement, on peut le considérer comme ce n'est qu'un symptôme, mais vous allez voir, et je rejoins du coup le professeur Tardif, qui va être de dire pour que ce soit une ressource. L'erreur n'est qu'un symptôme dans le sens où effectivement, ce qui va m'intéresser, c'est les causes pour lesquelles l'erreur émerge. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller analyser tous ensemble. Et pour ça, il va falloir que le formateur puisse déplacer son regard de l'erreur vers cette compréhension des mécanismes de l'erreur, avec ici un prisme plutôt facteur humain que moi je vous présente. Si on reprend du coup notre histoire vécue, et que cette fois-ci on se met dans cette analyse, quand on fait un débriefing, un des adages qu'on a qui est une des techniques de débriefing qui s'appelle le débriefing good judgment, va être d'analyser à chaque fois qu'on voit un résultat en simulation, donc là en l'occurrence le fait que la sage-femme n'ait pas fait sa demande d'avis, qui est l'erreur analysée, on va rechercher les actions qui ont conduit à ce résultat. Et derrière les actions, on va aller rechercher les intentions, le cadre un petit peu mental qu'on vient de voir. C'est un petit peu finalement comme la technique d'explicitation, sauf que la technique est différente qu'on va utiliser, mais on arrive au même résultat. Et bien là, du coup, quand on a fait le débriefing, on a réussi à savoir que dans les actions, l'équipe avait su évaluer la patiente. Ils l'avaient interrogée sur ses antécédents, sur ses traitements, sur les symptômes qu'elle présentait. Ils avaient pris les paramètres vitaux de manière répétée, à 5 minutes d'intervalle. Ils avaient réassuré la patiente. Et ils avaient ignoré la demande d'appel de la patiente qui disait « appelez le docteur, appelez le docteur, appelez le docteur, ça va pas ». Et ça, par contre, ils l'avaient complètement ignoré. Donc, c'était quelque chose de factuel. On est vraiment dans les actions qu'ils ont menées. Derrière, lorsqu'on continue le débriefing, on va réussir à capter les intentions derrière ces actions, le cadre mental pour chaque apprenant. Et donc, pour la sage-femme numéro 2, son cadre mental, ça a été de dire, pour moi, c'était une crise d'angoisse. Et même maintenant que là, vous êtes en train de m'expliquer que c'était peut-être un infarctus, de toute façon, je n'avais pas les connaissances. Donc, pour moi, c'était une crise d'angoisse et je ne vois pas comment j'aurais pu appeler à l'aide, c'était une crise d'angoisse. Et puis en plus, franchement, cette patiente, elle était super difficile, hein, elle était un petit peu plaintive. Voilà, elle était vraiment surtout angoissée. La sage-femme numéro 1, elle dit moi en fait j'ai pensé à l'infarctus. Ah, c'est intéressant. Mais par contre, j'ai pas appelé parce que c'était pas à moi. Dans les consignes du briefing, vous m'aviez dit que moi je faisais le premier appel et la sage-femme numéro 2 faisait le deuxième appel. Erreur de conception pédagogique. Et en plus, j'ai pas vraiment osé le dire parce que j'avoue, du coup, je me sentais pas vraiment en confiance. Et donc, il y avait un gradient d'autorité entre les deux sages-femmes, avec une sage-femme très expérimentée et une forte personnalité. Et donc là, vous voyez, j'ai finalement derrière cette simple erreur qui est que la sage-femme n'a pas fait sa demande d'avis, j'ai une multitude d'explications en facteurs humains qui peuvent expliquer l'émergence de cette erreur. Un défaut de conscience situationnelle individuelle, avec l'infirmière qui va vraiment prendre les paramètres qui vont vers la crise d'angoisse, un défaut de connaissance, elle n'avait pas le cadre mental et les connaissances pour dire que ça pouvait être un infarctus, un défaut de raisonnement et du coup de diagnostic dans ses raisonnements, mais il y avait aussi un défaut de conscience situationnelle collective puisque les deux sages-femmes n'avaient pas la même conscience et ça aurait pu être intéressant, et puis un défaut de communication à cause du gradient d'autorité qui a empêché la sage-femme numéro 1 de s'exprimer envers la deuxième. On peut aussi se poser la question d'une erreur de facilitation des formateurs puisque on aurait pu faire rentrer un médecin, par exemple, dans la simulation, qui aurait poussé à faire les transmissions et qui aurait peut-être conduit à un autre résultat professionnel du coup de ces deux sages-femmes. Alors, ce qui va être important, une fois qu'on a compris ça, c'est qu'en tant que formateur, souvent, on veut essayer de... On a vu l'erreur, on a à peu près compris comment ça fonctionnait, maintenant j'aimerais supprimer l'erreur pour mon apprenant, j'aimerais qu'il apprenne à supprimer l'erreur. Mais bien évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut viser. Quand on est en formation, pour transformer les pratiques des soignants, il va falloir les accompagner à développer leurs compétences et intégrer dans leur pratique des outils de fiabilisation. Et c'est le but, du coup, que l'on va rechercher. Si on reprend notre histoire, comment on peut sortir et avoir un apprentissage qui va être le plus optimal possible pour nos deux apprenantes? Eh bien, ça va être de cibler la vulnérabilité
pour laquelle on estime qu'il va falloir un changement de pratique et que ce changement de pratique est nécessaire et surtout qu'il est atteignable par les professionnels de santé. Donc parmi toutes les vulnérabilités, on ne va pas toutes les traiter, on ne va pas traiter le gradient d'autorité par exemple, ce n'était pas le lieu, on ne va pas traiter le défaut de connaissance parce qu'en l'occurrence le fait qu'une sage-femme ne sache pas identifier un infarctus, moi ça ne me choque absolument pas, mais par contre on va aller travailler quelque chose qui va changer leur pratique au quotidien et qui permettra d'avoir une meilleure sécurité des soins. Et là, ce qu'on a choisi dans ce débriefing-là, ça a été d'aller traiter le fait que j'avais 2 sages-femmes avec 2 consciences situationnelles différentes, une avec une bonne analyse et l'autre avec une mauvaise analyse. Et qu'en fait, on a des outils qui nous aident à partager les informations, à faire de ce qu'on appelle de la conscience situationnelle collective, et le SAED, ça tombe bien, c'est un outil qui nous permet justement de se partager les informations, donc on revient sur nos objectifs pédagogiques, et du coup on va travailler avec les professionnels le fait qu'à un moment donné, quand on est 2 soignants autour d'une situation, le simple fait d'utiliser cet outil de sécurité qui standardise la communication va forcer les professionnels à évoquer de manière orale leur conscience situationnelle et du coup il y aura une confrontation d'idées. Je ne sais pas ce que la confrontation d'idées aurait donné si elle s'est été exprimée, mais en l'occurrence, dans la vraie vie, il y a plus de chances que ça donne quelque chose de positif que quelque chose de négatif et donc c'est ça qu'on va essayer de viser. Alors bien sûr, tout ça, ça nécessite une posture de formateur et de questionner nos pratiques de formateur et de se mettre dans une posture où on est là pour comprendre nos apprenants, comprendre leurs cadres mentaux, leurs connaissances, leurs envies, leur motivation d'apprentissage et leur motivation de changer leurs pratiques. On est là pour éclairer un chemin, mais absolument pas pour les juger. Moi, j'aime bien l'image un petit peu du formateur GPS, c'est-à-dire que tout au long du débriefing, les apprenants vont nous apporter des actions, des intentions, qui sont pour nous des paramètres qu'on intègre dans notre raisonnement et qui doivent nous faire réfléchir en se disant est-ce que là, le chemin qu'on est en train de prendre avec cet apprenant, c'est le chemin qui est approprié par lui, est-ce qu'il ne pourrait pas y aller par une autre voie ? Avec un seul objectif, on va viser notre objectif pédagogique. Là, c'était effectivement la communication interprofessionnelle avec le SAED. Mais vous voyez, il y a toujours moyen de trouver le chemin qui va être percutant pour l'apprenant pour qu'il puisse s'en saisir et du coup transformer ses pratiques. Ça nécessite quelques compétences formateurs, effectivement. Là, clairement, on aurait pu avoir deux options possibles. Soit c'est en fait l'échec total et donc un dommage dû à la formation parce qu'on n'a pas bien traité l'erreur pendant notre débriefing avec un apprenant qui ressort en disant de toute façon j'ai pas su, j'ai été nul et puis en plus je savais même pas que c'était un infarctus, la collègue elle savait. Ou alors on peut avoir une apprenante qui se dit ah bah dis donc c'est hyper intéressant en fait là le simple fait de parler avec ma collègue m'aurait peut-être permis de comprendre la situation différemment et du coup d'avoir d'autres actions. Et du coup, on ressort avec quelque chose de positif. J'ai centré le débriefing sur l'erreur, mais bien évidemment, on a débriefé tout ce qui s'était bien passé et on a effectivement débriefé les leviers aussi positifs d'apprentissage. Il faut des compétences, je vous le disais tout à l'heure, je vous ai remis ici rapidement la roue des compétences du formateur en simulation. C'est un peu comme l'entretien d'explicitation, c'est pas inné, c'est une technique qui s'apprend, ça nécessite des compétences et notamment des compétences non techniques pour le formateur. Le formateur doit pouvoir en permanence avoir une conscience situationnelle de ce qui est en train de se passer, prendre des décisions, savoir communiquer de façon efficace, tout en gardant le climat de sécurité pour les apprenants, de gérer aussi les personnalités. Là, je vous ai dit 2 sages-femmes, 2 personnalités différentes, on ne va pas les approcher de la même manière et de gérer aussi notre charge de travail parce qu'on est souvent en surcharge cognitive quand on est en train de gérer des séances de simulation. Merci beaucoup pour votre attention.